Bienvenue sur France 3 Auvergne et à la vôtre. Ce soir, je vous propose de vous intéresser à cette eau qui est dans ce verre, cette eau que vous buvez et qui vient du robinet, un bien universel qui nous est cher, parfois même un peu trop cher. On a constaté que le prix du mètre cube sur nos communes est environ 2 fois plus élevé que sur des communes proches. Une question de principe, l'eau c'est un bien public qui doit appartenir à aucun grand groupe, qui appartient aux citoyens. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre l'eau en régie. Et puis je savais aussi que les grands groupes se gavent un petit peu sur le prix de l'eau. C'est pas un retour en arrière, ça? C'est un petit peu un retour en arrière, mais on économise tellement d'eau que je fais ce choix-là. Et en plus, ça me fait du compost. Bienvenue dans Enquête de région. Les équipes de la rédaction de France 3 Auvergne ce soir vont vous montrer d'où vient l'eau que vous buvez. Je vous en parle à l'instant, cette eau du robinet, comment on la traite, comment on l'assainit. Vous verrez tout cela. Et également, on vous expliquera comment ne pas la gâcher, ce qui pourrait être bien utile pour votre porte-monnaie. On en parle dans un instant avec nos invités sur ce même plateau. Mais d'abord, une enquête. Une enquête signée Fabien Gandillon, Laurent Pastural et Alexandre Jaïs. Vous allez savoir comment est facturée votre eau en Auvergne. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Roche-en-Régnier, dans le sud de la Haute-Loire. Du haut du piton rocheux qui surplombe la commune, on aperçoit au loin le mont Gerbier-des-Joncs, où naît la Loire. Pourtant, dans ce pays d'eau, tout ne coule pas de source, notamment quand il s'agit d'eau du robinet. Le prix de l'eau, c'est le cheval de bataille d'Alain Kretschmann. C'est plus que cher et surtout, il y a des disparités avec des communes environnantes qui sont très significatives, effectivement. Et dans une région aussi verdoyante, c'est-à-dire nantie de beaucoup d'eau, il semble paradoxal de devoir payer l'eau plus chère que partout ailleurs. Pour mener ce combat, Alain Kretschmann a pris la tête d'une association, Roche Environnement. Avec une centaine de sympathisants revendiqués, ils ont analysé leurs factures, comparé leurs montants avec celles d'autres abonnés de la région. Un travail de longue haleine qui leur a permis de faire quelques découvertes. On a constaté que le prix du mètre cube sur nos communes est environ 2 fois plus élevé que sur des communes proches qui sont en autonomie de gestion. Et qu'on trouve même le moyen d'être plus cher qu'une société privée telle que Veolia. C'est que le prix de l'eau est fixé par chaque commune, parfois regroupée en syndicats des eaux, syndicats eux-mêmes parfois regroupés en syndicats de syndicats. Certains facturent simplement un prix au mètre cube, d'autres appliquent des tranches variables, la plupart ajoutent un abonnement forfaitaire fixe qui peut aller de quelques euros à plus d'une centaine. Concernant le syndicat des eaux du Velay, c'est surtout ce dernier qui pose problème. À partir du premier mètre cube, on doit payer ces 130 ou 140 euros de forfait fixe. Pour un mètre cube, on peut avoir l'extravagance, qui est un cas marginal, d'avoir un coût de 160 euros pour le premier 1 mètre cube, une facture. Bon, c'est un cas d'espèce, mais c'est quand même édifiant. On apprend à nos enfants qu'il faut économiser l'eau. Et on s'aperçoit ici, par le biais de notre syndicat, que plus on consomme, moins on paye. C'est-à-dire, moins on consomme, plus on paye, en fait. Et pour moi, c'est une chose aberrante. Et je ne conçois pas cet argument d'augmenter l'eau sans arrêt d'année en année. Si bien que l'association envisage des recours auprès du tribunal administratif et même de la Cour des comptes pour contester la gestion du syndicat. Syndicat que nous avons contacté, nous attendons toujours le rendez-vous. L'eau, pourtant, en théorie, est gratuite. C'est un bien commun. Quand on paye une facture d'eau, on paye en fait des services. D'abord la distribution, le fait d'avoir une eau potable disponible en permanence au robinet. Cela représente en moyenne 39% du prix. Ensuite, l'assainissement collectif, le coût du traitement des eaux usées avant de les rejeter dans la nature, 39% de la facture. Le reste, ce sont la TVA et les redevances, dont la principale est perçue par les agences de l'eau. En Auvergne, on entend souvent que le prix de l'eau est bas, et c'est plutôt vrai. Toutes les études sur le sujet classent la région parmi les moins chères, voire la moins chère, selon l'enquête Transparence de 60 millions de consommateurs en 2012. Mais attention, ça n'est qu'une moyenne. Et derrière une moyenne, il peut y avoir des cas très différents. Nous voici du côté de Brioude avec les membres du SGEB, le syndicat de gestion des eaux du Brie-Vadois. Ce puits-là, ça date de 1988, puisque l'ancien puits qui alimentait le syndicat des eaux de Fontane, il a été emporté par la Lier.
tout simplement. Ce syndicat gère l'eau sur un vaste territoire à cheval sur la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Entre les communes, ici aussi, des écarts importants existent. Rien que sur la part distribution de l'eau, cela va du simple au triple. Michel Clémençat, le président, a bien voulu nous expliquer. Pas mal d'éléments d'un ordre, dans un premier temps technique, font qu'on a des différences de prix et du coût de l'eau au robinet. On pourrait rentrer dans le détail, évidemment. Une eau qui arrive gravitairement au robinet semble normalement coûter un peu moins cher. En général, c'est le cas. S'il faut la pomper, eh bien, elle est plus chère. S'il faut la pomper sur une longueur de plusieurs kilomètres, c'est d'autant plus élevé, ainsi de suite. Et puis le nombre d'abonnés. J'allais dire, si on a un réseau de canalisation qui dessert 100 abonnés ou le même réseau qui dessert 2 abonnés, évidemment, le coût n'est pas le même. Exemple d'eau peu chère, ici, une source captée. Elle coule de la roche, même s'il faut un peu traiter et parfois remonter l'eau dans un réservoir, c'est plutôt simple. Mais plus bas, dans la plaine où nous nous trouvons, voici le point de départ d'une autre alimentation en eau potable, plus complexe. Elle démarre ici, au puits de Précaré. C'est un ouvrage qui fait environ 8 mètres de profondeur pour un diamètre d'environ 2 mètres. Et à l'intérieur de cet ouvrage, nous avons deux pompes de 61 mètres cubeurs qui vont se déclencher tour à tour en fonction de la demande du réservoir et refouler l'eau via une canalisation en acier de 150 mm de diamètre jusqu'à ce réservoir qui est situé 200 mètres au-dessus de l'endroit où nous nous trouvons. L'eau refoulée par ces pompes passe dans cette canalisation, transite via ce compteur. Les données de ce compteur sont relayées à la télégestion qui nous permet de surveiller tout ça, tous ces transits à distance. L'eau grimpe donc en haut de cette colline dans une série de réservoirs, et ça n'est que le début. Pour alimenter certains secteurs comme celui du Doulon, elle va devoir encore grimper. On a fait donc, comme vous le disiez tout à l'heure, un premier pompage à partir de l'Allier. On arrive ici sur une station intermédiaire d'un deuxième pompage. On aura encore sur le linéaire de 10 km suivant une autre station intermédiaire, donc pour arriver au réservoir de tête qui va distribuer, lui, gravitairement l'eau aux abonnés. Cette dernière partie est toute récente. Elle a été construite pour remplacer un ancien pompage dans un ruisseau qui posait des problèmes de qualité et de quantité. Mais cette amélioration de la distribution a un coût. C'est un investissement qui a été relativement lourd, surtout pour un petit syndicat comme le syndicat du Doulon, puisque, tout compris, on dépassera les 1,5 million d'euros. La répercussion s'est faite donc au niveau de l'abonné, sur le prix de l'eau, sur chaque facture d'abonné et tout. Et ça a conduit, pour les 1400 abonnés du syndicat des eaux du Doulon, à une augmentation de 0,60 centimes le mètre cube, c'est-à-dire les 1000 litres d'eau, donc au robinet. Le SGEB gère ainsi 20 puits, 123 sources et près de 1400 km de conduite. Il faut en assurer la maintenance et investir régulièrement. Or, les normes sont de plus en plus sévères et les financements de plus en plus difficiles. On rentre dans la phase renouvellement, puisque tous les réseaux ont été construits dans les années 50 et 60, et on est obligé d'y passer. Et puis, il y a des contraintes aussi, puisqu'on est obligé de renouveler un certain pourcentage du réseau chaque année. Mais là, par contre, la loi n'a pas tenu compte des finances des petites collectivités, parce qu'il faut renouveler, mais il n'y a pas de subvention pour le renouvellement. Donc ça nous pose quelques soucis. Direction Clermont-Ferrand. Ici, le mètre cube d'eau est à 3,09 €. Il a augmenté de 20% en 4 ans, mais malgré cela, la ville figure toujours parmi les moins chères de France. C'est qu'ici, l'eau est disponible en quantité et de bonne qualité. Un tiers descend des sources de la chaîne des puits, le reste est puisé dans la nappe alluviale de l'Allier. C'est cette usine qui s'en charge depuis 1921, mais bientôt elle va être complétée par une nouvelle unité moderne qui doit améliorer le traitement de l'eau. L'objectif, c'est d'avoir un traitement physique. C'est-à-dire on ne voulait pas avoir un traitement chimique pour résoudre les différents problèmes que j'ai cités. Et donc le cœur de l'usine, ça va être un gigantesque filtre à café, pour donner une image, avec par contre un degré de filtration beaucoup plus important que ce qu'on peut avoir dans le filtre à café traditionnel, sous forme de dizaines de milliers de petites spaghettis dans lesquelles l'eau va rentrer et puis va ressortir de l'autre côté complètement filtrée. Ces filtres vont retenir jusqu'aux virus et aux bactéries. Un dispositif va éliminer le fer et le manganèse, et un autre va rendre l'eau moins agressive vis-à-vis des canalisations. Tout cela a un coût, 18 millions d'euros. Une fois les subventions déduites, cette dépense sera en partie répercutée sur les factures, en vertu d'un principe français selon lequel l'eau
paye l'eau. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un budget annexe, l'eau. Et donc, c'est payé par cette redevance. Donc, ce que paye l'usager, ça permet les investissements dont on parle. C'est surtout le remplacement des conduites d'eau. Vous imaginez que sur une ville comme Clermont-Ferrand, il faut remplacer. On a des conduites qui, certaines sont très usagées, certaines sont anciennes. Et en étant anciennes, elles sont quelquefois, il y a du plomb, donc des risques de saturnisme. Donc, on est dans un perpétuel renouvellement, en quelque sorte, du réseau d'eau pour que la qualité de l'eau soit toujours la même. L'autre élément qui pèse sur la facture d'eau, c'est l'assainissement. Nous sommes à Enza, dans la plaine de la Limagne, et ici, le souci de la commune, c'est sa station d'épuration. Notre station a plus de 30 ans, donc aujourd'hui elle ne répondait plus à la capacité du nombre d'habitations sur Enza. On a une station qui est de l'ordre de 2000 équivalents habitants et on a besoin de 2500 aujourd'hui. Et une station qui ne répond plus aux normes, c'est le risque d'être sanctionnée. Il y a un an, la commune s'est retrouvée dans l'interdiction de délivrer des permis de construire. À terme, elle risquait même des amendes. Elle a donc décidé d'investir. On va construire notre nouvelle station à bout activé, donc qui sera ici. Donc ça sera des aérateurs, des clarificateurs, comme les grosses stations qui sont sur Clermont ou dans les grandes villes de toute manière. On va donc avoir les nouvelles installations juste ici. On se resservira aussi de cette petite lagune qui sera un traitement tertiaire et l'autre sera à combler. Coût de l'ensemble, 2 millions d'euros. 65% du prix sera subventionné. Un prêt à taux zéro va aider à alléger la facture, mais le prix de l'eau devra tout de même augmenter pour payer la somme restante. La nouvelle installation va générer une plus-value de l'ordre de 50 centimes du mètre cube par foyer. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est dû essentiellement à la nouvelle installation qui est beaucoup liée avec des pompes de relevage et d'électricité et des frais nouveaux qu'on n'avait pas avant. Et c'est une tendance générale. Avec des normes de plus en plus sévères, l'assainissement est le poste qui augmente le plus sur les factures ces dernières années. C'est particulièrement vrai dans les zones touristiques où les stations doivent être surdimensionnées pour accueillir des milliers de visiteurs en saison. Le bon côté, c'est que l'environnement y gagne. Lors de l'inauguration de sa nouvelle station en 2013, le maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule et son adjoint avaient même bu une coupe puisée directement dans le tuyau de sortie. Une façon originale de justifier la construction d'un équipement à 4 millions d'euros. À Marmillat, près de Clermont-Ferrand, voici le bureau auvergnat de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Cet établissement public, qui couvre les 3/4 de la région, prélève une redevance sur chaque mètre cube, en moyenne 12% de la facture pour un particulier. Au total, en 2014, l'agence a ainsi perçu 367 millions d'euros. Elle redistribue cet argent sous forme de subventions, principalement aux collectivités locales. On peut financer à Clermont-Ferrand une unité de distribution d'eau potable, à Enza, dans le Puy-de-Dôme, une station d'épuration qui doit répondre aux normes européennes, où on peut financer également des aménagements de cours d'eau. J'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est aussi un sujet important pour la qualité de l'eau, des aménagements de cours d'eau, comme un contrat territorial que nous avons signé sur la Lannion depuis plusieurs années. En France, entre 2007 et 2013, les redevances perçues par les agences de l'eau ont augmenté de 24%. Mais l'utilisation de cet argent fait débat. Cette année, la Cour des comptes a dénoncé le manque de transparence dans le choix des projets subventionnés. Les associations de consommateurs, elles, dénoncent la répartition inégale de l'effort entre consommateurs, agriculteurs et industriels. Les consommateurs payent la dépollution à hauteur de 77%. Sur le comité de bassin Loire-Bretagne, 77% de la pollution, alors qu'ils ne procurent pas et ne créent pas cette pollution à cette hauteur. Donc là, on pense quand même qu'il y a une distorsion de concurrence et le principe de pollueur-payeur n'est pas respecté. Les agences de l'eau doivent rééquilibrer cela dans les années à venir, mais l'effet ne devrait pas dépasser quelques centimes sur la facture. Enfin, dernier point qui peut influer sur le prix de l'eau, c'est le mode de gestion. Certaines communes gèrent elles-mêmes leur eau, mais d'autres ont délégué ce service à des entreprises privées comme Veolia, Suez ou le groupe SOR. Les communes en régie municipale sont généralement un peu moins chères, de 40 centimes par mètre cube en moyenne. Clermont a fait ce choix. Pour l'essentiel, c'est les avantages de coût. C'est les avantages de coût. Parce que nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous faisons et qu'il n'y a pas de marge qui part pour... Si vous privatisez les marges, vous les mettez pour celui qui tient l'entreprise, pour l'actionnaire. Nous, on le met tout dans le renouvellement des réseaux et dans l'investissement.
Mais derrière les moyennes, il y a toujours des exceptions. Antibes, dont l'eau est gérée par Veolia, est l'une des villes où elle est la moins chère en France. En fait, tout dépend des convictions des élus et de leur capacité de négociation. Il n'y a pas de modèle universel qui serait meilleur en régie ou meilleur en délégation de service public, à part bien sûr la marge du prestataire et du professionnel qui disparaît si c'est une régie. Une variable de plus qui explique pourquoi les factures peuvent être si différentes d'une commune à l'autre. Cela devrait un peu s'atténuer dans quelques années avec le passage progressif de cette compétence aux communautés d'agglomération ou de communes. La tendance à la hausse des tarifs, elle, ne devrait pas s'inverser. En augmentation régulière depuis au moins une décennie, le prix moyen du mètre cube devrait continuer à monter dans les années qui viennent. Et voilà, retour donc ici dans cette usine élévatoire basée entre Cournon et Landes. C'est l'usine élévatoire des Eaux de Clermont. On vous expliquera tout à l'heure à quoi ça sert, comment ça marche. C'est un exemple vraiment frappant pour comprendre comment ça fonctionne pour récupérer l'eau. Je voulais signaler quand même les magnifiques images de Laurent Pastural dans cette enquête que vous avez co-signée, Fabien Gandion. Je vais venir à vous dans un instant. Et aussi faire un petit coucou à Alexandre Jaïs parce que l'eau a aussi un son, un bruit qu'on a bien perçu pendant tout ce document et c'est très important. Voilà. Alors, en face de moi, des invités qui vont rester avec nous durant toute cette émission. Tout d'abord, monsieur Gérard Queneau qui est membre du FC Que Choisir, c'est bien ça? Tout à fait. Bien dans votre petit esquimau, l'Union des consommateurs, pour dire les choses simplement. Tout à fait. Et l'eau est un sujet pour vous important. Primordial. Surveillé. Je crois qu'au niveau alimentation, l'eau est un support tout à fait vital. On va y revenir. Et à côté de vous, j'ai envie de dire un poète aquatique, quelqu'un qui aime l'eau et qui le fait savoir tous les ans, Jean-Pierre Vauquier. Bienvenue. Jean-Pierre Vauquier, vous êtes le président du festival H2O, qui au départ était un festival qui concernait le Massif central. Expliquez-nous en 2-3 mots. L'objectif, c'était de sensibiliser les populations de la globalité du Massif central sur l'eau multidisciplinaire et transdisciplinaire. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous nous orientons particulièrement sur la sensibilisation des scolaires. On va détailler tout ça. Gardez-nous-en voilà, pour tout à l'heure. Ce que je voudrais bien, si vous voulez d'abord, c'est revenir sur cette enquête avec Fabien qui est là. Profitons-en. Fabien, vous terminez votre enquête avec une note qui ne plaît pas aux gens. Vous dites les prix vont sans doute encore grimper. On a tous noté ça. Est-ce que ça veut dire que les prix donc vont grimper, vous le confirmez? Oui, a priori, tous les experts qu'on a interrogés dans ce sujet nous disent que les prix vont augmenter à l'avenir. Alors c'est dû à tout ce qu'on a expliqué, une augmentation de la difficulté à répondre aux normes, des investissements et puis évidemment des finances publiques qui sont plutôt, elles, en berne. Et en plus, la consommation, c'est comme les prix, j'imagine qu'elle grimpe, on consomme de plus en plus, non? Alors non, pas du tout. D'ailleurs, c'est peut-être lié au fait que le prix de l'eau augmente, les gens en consomment de moins en moins. Alors c'est vrai, depuis 30 ans, ça a été très rapide au début, c'est un petit peu moins rapide maintenant. C'est bien pour l'écologie, mais on l'a vu, les investissements et les dépenses, eux, continuent à être au moins équivalents, voire à être en augmentation. Il va bien falloir les payer. Donc s'il y a moins de mètres cubes d'eau vendus, il va sans doute falloir facturer le mètre cube un peu plus cher. Donc ça veut dire que si la consommation, comme vous le dites, est en baisse, c'est pas forcément des économies pour les ménages, j'ai bien compris. Pas forcément. Pas forcément. Bon, malheureusement. Comment on peut faire pour faire baisser les prix ? Alors, une des solutions pour faire baisser le prix de l'eau, et M. Queneau ne me contredira pas, ce serait de moins la polluer, puisque ce qui coûte cher, ce sont les traitements en amont avant qu'elle arrive au robinet, et le traitement avant de la rejeter dans la nature, dans les stations d'épuration. Voilà, ce sont des outils qui coûtent très cher. Ils coûtent d'autant plus cher qu'on doit traiter de nombreuses substances à l'intérieur de l'eau. Donc, moins on pollue l'eau, et moins elle devrait coûter cher. Moi, je raconte un petit peu ma vie, j'habite dans une maison individuelle, donc je reçois ma facture d'eau, j'ai un échéancier, je sais où je vais, je vois ce que je consomme, je vois à peu près ce que je paye. Mais par exemple, mes voisins qui sont dans une maison où il y a plein d'appartements, comment ça se passe pour eux ? Oui, alors dans les logements collectifs, on n'a pas eu le temps de le développer dans le reportage et c'est bien dommage, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En général, la situation actuelle, c'est qu'il y a une facture d'eau pour tout l'immeuble. Ensuite, cette facture d'eau, il faut la répartir entre les personnes qui possèdent des appartements. Alors dans certains immeubles, ça se fait au tantième, ça signifie qu'on répartit la facture d'eau en fonction de la superficie des appartements. C'est un petit peu inégal, puisque si votre voisin a consommé 400 mètres cubes d'eau avec un tout petit appartement et que vous très peu avec un grand appartement, vous allez payer plus cher que lui. Ce n'est pas très logique. On a aussi parfois des compteurs divisionnaires, c'est-à-dire que dans l'immeuble, on répartit la consommation d'eau en fonction du pourcentage d'eau consommée par chacun, en fonction de petits compteurs individuels. Et puis il va y avoir une évolution grâce à la loi SRU de 2000, ce serait l'individualisation des contrats d'eau, c'est-à-dire chacun aurait son compteur d'eau et sa facture. Le seul problème, c'est que puisque vous l'avez vu dans le reportage, il y a une partie fixe, ça signifierait que chaque occupant de l'immeuble paierait la partie fixe et ça voudrait dire qu'on ne fera pas forcément des économies.
Très bien. Eh bien, merci pour ces petits compléments. Évidemment, on peut revoir votre enquête à tout moment sur notre page Facebook concernant l'émission. Restons sur la facture, Monsieur Queneau. Et pendant que vous allez me répondre, je vais vous servir tous, parce que je fais un peu mon égoïste. Votre très belle carafe est arrivée jusqu'à ce plateau, donc on va s'en servir. Monsieur Queneau, ma question est la suivante. Est-ce que sur la facture, il faut se méfier particulièrement? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Ça intéresse les consommateurs. Toutes les factures doivent être étudiées au plus près parce qu'on y apprend quand même beaucoup de choses. La quantité, bien sûr, consommée, et on peut lever des anomalies s'il y a un problème de fuite. Et on sait dans les réseaux publics, mais aussi après le compteur, on peut avoir des surprises. Et si le compteur tourne, ça reste à facturer après. Donc la quantité est importante. La composition un peu du prix, parce que donc on a vu la production d'eau et la distribution, donc c'est une chose. Mais après, il y a tous les coûts d'assainissement et la redevance à l'agence de bassin sur laquelle on tire à boulet rouge. C'est-à-dire, il y a quand même une pollution qui pèse lourdement, et maintenant même presque plus que la production d'eau potable. Donc il nous semble quand même que là, il serait intéressant de tarir un petit peu la source des pollutions. Alors, au moins de réfléchir en amont. Vous avez une belle expression, vous dites qu'au lieu d'être dans la logique du pollueur-payeur, c'est-à-dire celui qui pollue, d'ailleurs on va essayer de savoir qui, c'est celui qui devrait payer, et en fait vous dites c'est le pollué qui paye pour l'instant, donc c'est-à-dire nous autres. Absolument, et la redevance de l'agence le prouve, puisque les consommateurs payent 80% de la dépollution. C'est quoi l'abcès de pollution en fait? Eh ben, c'est des pollutions agricoles pour partie, et là on pointe directement du doigt l'agriculture intensive, je parle parce qu'il y a aussi des paysans et des agriculteurs qui sont respectueux de l'environnement, et je crois qu'il faut le souligner également, des pollutions industrielles et des pollutions aussi domestiques, puisqu'il y a des maisons qui sont mal équipées ou sous-équipées en spank, en dépollution, enfin en fosse septique. En appareil pour dépolluer tout. Voilà, oui. Donc là aussi, personne n'est à l'abri d'une pollution, mais il faut quand même savoir s'en rendre compte et surtout arrêter très vite et corriger le tir. En 10 secondes, est-ce que la tendance est à la prise de conscience de ce point de vue? Est-ce qu'on va s'améliorant ou est-ce qu'on va de pire en pire en fait? En empirant, voilà. J'allais dire, j'ai pris un cas précis il y a quelques jours où j'ai signalé tant à la commission territoriale de l'Allier, j'avais quelques lanceurs d'alerte nous signalent des faits, on voulait les répercuter et à chaque fois on nous dit voyez le maire, voyez l'exploitant de la station. La balle. Et pourtant, alors après, il a fallu qu'on monte jusqu'au directeur général de l'agence de bassin pour que quelqu'un s'y intéresse. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie prise de conscience et je pense que ça serait important aussi. On va revenir à vous et puis découvrir Jean-Pierre Vauquier dans un instant, mais d'abord je vais vous laisser boire une petite gorgée et je vous propose un reportage puisqu'on parle du prix de l'eau. Évidemment, ça inquiète, on l'a vu dans ce document, de plus en plus les élus puisqu'ils doivent justifier de ces tarifs et de plus en plus de collectivités, de communes, c'est pas Fabien qui va dire le contraire, ont décidé de revenir du système privé au système public, manifestement pour essayer de faire descendre la facture. On va voir si ça marche avec un exemple. Du côté de Cournon, c'est un reportage de Valérie Riffard et Eric Taxier. Donc là, en fait, c'est la nappe alluviale, donc c'est le puits de captage numéro 2, de là où toute l'eau remonte jusqu'au réservoir pour alimenter tous les coordonnées. Donc l'eau remonte par une conduite de refoulement jusqu'au réservoir qui se situe, vous pouvez le voir tout là-haut. Une station de pompage sur la nappe phréatique de l'Allier, un réservoir de 2000 m3 situé sur les hauteurs de la ville et plus de 160 km de canalisation. Voilà ce qui permet d'alimenter les Cournonnais en eau potable. Un réseau exploité par une régie municipale depuis 2007, lorsque le maire a décidé de reprendre la main sur l'eau, jusque-là gérée par le groupe privé Veolia. Une question de principe, l'eau c'est un bien public qui doit appartenir à aucun grand groupe qui appartient aux citoyens. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre l'eau en régie. Et puis je savais aussi que les grands groupes se gavent un petit peu sur le prix de l'eau. Résultat immédiat de ce changement de régime, dès la première année, le prix du mètre cube a baissé de 29 centimes. Les grands groupes prenaient 29 centimes sur l'usager pour rétribuer leurs actionnaires. Nous, la différence, on n'a que deux colonnes. On a la colonne recettes et dépenses. Il n'y a pas
la colonne bénéfice comme ça existe dans les grands groupes qui gèrent l'eau. Aujourd'hui, les Cournonnais payent 3,03 € le mètre cube, assainissement et abonnement compris, soit le même tarif pratiqué par Veolia en 2006. Un tarif fixé par le conseil municipal, même si ce n'est pas la commune qui finance l'eau directement. Le budget de l'eau et de l'assainissement est un budget annexe, ce qu'on appelle un budget annexe, donc complètement indépendant de celui de la ville. Et toutes les recettes en fait proviennent des factures d'eau. Donc chaque abonné paye sa facture, ce qui compose un certain montant de recettes qui seront utilisés pour des investissements spécifiques de l'eau et de l'assainissement. Voilà. Alors, c'est vous qui partez du coup ? Oui. D'accord. Avec 14 salariés, la régie de Cournon gère donc directement le système d'eau potable. Un plus pour les usagers qui retrouvent un vrai service de proximité. On a ici un accueil téléphonique, un accueil physique. Ce n'est pas une plateforme téléphonique sur laquelle les abonnés sont renvoyés et puis qui ne connaissent pas la ville. Là, il y a une réelle proximité. En réactivité aussi. Donc voilà, pour toute intervention sur le terrain, dans les 5-10 minutes qui suivent, on est sur le site, quoi. C'est sur tout le tour du regard, je crois qu'il faut que tu le fasses. Sur les 1 500 000 mètres cubes qu'elle produit chaque année, la régie de Cournon en achète 900 000 à la ville de Clermont. Un choix qui lui permet de mieux gérer son réseau, mais aussi d'en assurer sa sécurité. Alors avec nous, je vous le disais il y a quelques minutes, Jean-Pierre Vauquier, qui est le responsable du festival H2O. Rebonjour. Vous avez un verre d'eau devant vous. Quand on vous en parle, ça vous inspire. Prenez votre micro et dites-moi pourquoi l'eau, pour vous, c'est un sujet aussi précieux. Précieux pour 3 raisons essentielles, à mon avis. C'est que d'abord, si cette eau vient à manquer ou si cette eau vient être polluée, il en va de l'existence même de la vie. 2, l'eau est un élément très multidisciplinaire. Ça veut dire qu'elle a le potentiel de rassembler des gens qui souvent ne se rassemblent jamais. L'eau, elle est agriculture, elle est économie, elle est environnement, elle est énergie, elle est santé, elle est science. C'est aussi un bien spirituel. C'est un bien culturel, ce qui fait que ça peut, contrairement à ce qu'on dit souvent, on parle souvent de la guerre de l'eau, mais je pense qu'au contraire, si on sait bien la gérer et si on en fait un bien commun et que justement on fait passer ce message dans nos systèmes éducatifs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, je pense que c'est un élément rassembleur fondamental. Et puis aussi, si on veut vraiment bien gérer l'eau et qu'on réfléchisse comment le faire, je crois qu'il faut réfléchir à une société dans laquelle il faut intégrer des éléments qu'elle a un petit peu perdus malheureusement, c'est-à-dire le bien commun, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire le fait du partage, la connaissance de la culture de l'autre, etc. Voilà, et en ce sens, c'est un élément passionnant. Alors je rajouterais aussi que, vous voyez dans ce verre-là, c'est la plus vieille antiquité qui existe dans le monde, sur notre planète. Dans ce verre, on a des molécules qui ont 4,5 milliards d'années et ce sont toujours les mêmes. Et si on regarde, vous voyez, il y a des molécules sûrement qui ont servi... qui ont été bu par des dinosaures, c'est sûr. Peut-être ont participé à un débat de Cléopâtre, c'est possible. Aussi, qui ont permis aussi à des gazelles kenyanes de s'abreuver, qui ont permis aussi peut-être à Nelson Mandela, aussi la même chose, peut-être aussi à des gamins d'un bidonville de Bombay, peut-être Gandhi, aujourd'hui, ces temps derniers, peut-être l'abbé Pierre, Albert Jacquard, etc. Et aujourd'hui, nous la buvons, nous l'utilisons, ce qui veut dire que cette eau, on l'emprunte. Et on ne peut en aucun cas la considérer comme en termes de propriété, et nous devons, après usage, quel qu'il soit, la restituer dans un état qui ne porte pas atteinte aux vivants en général. Pas qu'à l'homme, mais à tout ce qui est vivant, compte tenu des interdépendances qu'il y a dans la vie sur cette planète. Et ça sera toujours comme ça. Donc on se la partage, mais sauf que si je suis votre raisonnement, le problème c'est qu'on est de plus en plus nombreux à se partager la même eau depuis tout ce temps-là. Et oui, vous savez. Puisque la population grandit. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs éléments, si vous voulez, parce que cette eau, comme vous dites, sa quantité n'est pas extensible. Et puis, le problème, c'est que, si vous voulez, sur l'eau totale, 97% de l'eau est dans les océans. Et vous avez aujourd'hui, comme eau disponible, nous n'avons que 0,1% de l'eau totale. C'est-à-dire que c'est infime. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le bien commun précieux, fondamental. Et le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que si jamais... sur cette eau, si jamais on oublie, si vous voulez, cette notion de bien commun, ça va être un vrai problème parce qu'on ne peut pas marchandiser l'eau comme une autre marchandise. Rappelons aussi, si vous voulez, que nous tous autour de cette table, nous sommes faits de 70% d'eau et pas 70% de pétrole. Et je crois que sans vouloir aller... je crois qu'il est important que l'eau peut nous aider à réfléchir
encore plus au sens du bien commun. Le bien commun, il ne doit pas s'adapter qu'à l'eau, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cadre de sa multidisciplinarité, on peut faire rencontrer sur ce sujet-là commun des gens très différents qui ne se rencontrent jamais. C'est ce que vous faites dans votre festival. On va y venir, hein, on a encore un petit peu de temps, donc on va un petit peu expliquer comment vous faites ça. En face de vous, j'ai tenu à ce qu'on ait pendant quelques minutes quelqu'un pour représenter le lieu où on se trouve. Bienvenue, Monsieur Pauillac, Christophe Pauillac. Merci d'être là. On improvise un petit peu ensemble cette petite séquence, mais pour qu'on comprenne bien, on va voir quelques images. Nous sommes, expliquez-moi, parce que j'y connais rien, mais en fait c'est assez simple à comprendre si on m'a bien expliqué avant l'émission. Pour avoir de l'eau dans des verres comme ça, il faut aller la chercher. Par exemple, pour Clermont-Ferrand, donc vous me dites quand je me trompe, hein, on a de l'eau qui vient de source, c'est ça, oui. Et de l'eau qui vient de l'Allier. Tout à fait. Et cette usine, le but, c'est d'aller chercher l'eau dans l'Allier, c'est ça? On va dire, le but, c'est d'aller chercher l'eau dans la nappe alluviale par le moyen des puits filtrants. On en a environ 70 de part et d'autre. Juste à côté, là? Juste à côté, ouais. Oui. Et puis, le but de l'usine élévatoire, c'est de pomper cette eau et de l'élever dans un réservoir situé à 150 mètres plus haut. Qui s'appelle le puits de Banne, voilà, qui est situé au puits de Banne. Et gravitairement, cette eau alimente Clermont-Ferrand. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, l'usine où on se trouve, c'est juste une énorme pompe, quoi. C'est ça. Voilà, on envoie l'eau dans ce... Voilà, donc il y a des pompes basse pression qui captent l'eau, donc qui vont chercher l'eau dans les puits filtrants, qui l'amènent à une bâche tampon qu'on appelle une bâche d'équilibre. À partir de là, les désinfecter. Et puis, on a des pompes, des groupes, donc de moteurs pompes haute pression, qui sont là pour élever l'eau, pour monter l'eau au réservoir. Il y a 40 000 mètres cubes d'eau dans le puits de Banne, c'est ça? Et ça alimente Clermont en permanence? Dans le réservoir, oui. C'est 70% de la consommation d'eau, de la production d'eau provient du puits de Banne. Et le reste, c'est la source. Et le reste, c'est la source. Et comment on fait pour dispatcher? Certains ont la source, d'autres ont le puits de Banne, ou on mélange, ou comment ça marche? Tout dépend du réseau où on est situé à Clermont-Ferrand, mais on va dire que la grosse partie provient de ce réservoir. De ce réservoir, oui. Et puis la partie plutôt de côté ouest provient de la zone des sources. Eh ben, merci mais c'est mélangé en général. Pour la précision, puisque après tout, on ne sait pas forcément que cette usine existe. Elle est basée, je l'ai dit, entre Cournon et Landes. Et elle est là depuis 1921. C'est une usine qui est très jolie et qui date maintenant. Oui, tout à fait, qui a su évoluer également. Puisqu'après, on a vu des sous-stations donc, qui sont là pour pomper l'eau dans les puits filtrants, qui se sont construits au fur et à mesure de la demande sur Clermont. Monsieur Queneau, je voudrais revenir à l'eau du robinet que je bois là avec vous. Est-ce que vous pouvez me garantir que l'eau du robinet est potable? Il y a des gens qui ont des doutes, vous savez, il y a des gens qui remettent souvent en doute la qualité de l'eau du robinet. Vous en pensez quoi? Je crois que nous sommes des inconditionnels de l'eau du robinet. Et par rapport au coût de l'eau en bouteille, donc il n'y a pas photo. L'eau en bouteille, c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée, elle est meilleure, tant qu'on est dans ce sujet-là. Elle est meilleure, elle est différente surtout, mais elle est surtout très chère par rapport à l'eau du robinet. Et par contre, pour la potabilité, on peut garantir que l'eau est potable à 99,9% dans toute la France. Mais à quel coût? C'est la question qu'on peut poser après. Qu'on a déjà bien abordé. Est-ce que l'eau a un goût? Souvent, les gens disent mon eau du robinet, elle a une odeur, elle a un goût. Est-ce que ça, c'est vrai? Je pense, et là peut-être les techniciens en parleraient mieux que moi, mais il y a un ajout de chlore ou de produits chlorés pour assainir l'eau qui a été pompée et qui est distribuée. Alors on dit qu'il y a plus de chlore en ce moment, c'est vrai? On dit entre autres qu'avec le plan Vigipirate, on nous dit qu'il faut en rajouter un petit peu plus pour éviter certains risques. Bactériologiques, d'attaques terroristes, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est bien ça. On rajoute un petit peu de chlore, c'est ça? Voilà, actuellement, donc, il y a une javelisation qui se fait au niveau de l'usine, avant le pompage ou donc au réservoir, puisque l'eau est traitée donc au réservoir. Et également, depuis peu, il y a un traitement, une injection de chlore gazeux qui se fait suivant la consommation. Donc on tient vraiment un taux de chlore par rapport à ce qui est demandé dans le cadre du plan Vigipirate. Quand l'eau a un goût, vous avez un truc, vous m'avez dit ça hors antenne. Qu'est-ce qu'on fait? On nous dit tout simplement de la laisser dans un conteneur en verre, dans une bouteille en verre, dans le frigo, débouchée. Voilà, et pour éviter cette odeur un petit peu désagréable, légère.
Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est un reportage. On s'est demandé tout simplement avec la rédaction si l'eau, qui au départ quand même est censée être gratuite, si on n'en parle pas de dépollution dont on a déjà un peu parlé, ou du de l'acheminement de l'eau elle-même est un bien gratuit. On s'est demandé si en Auvergne, il y avait encore des endroits où l'eau est gratuite. Vous pensez qu'il en reste, Monsieur Queneau? Vous m'avez dit que c'était encore peut-être possible. Tout à fait, mais avec des difficultés majeures, puisque c'est souvent sur des petits captages et des petites communes qui ont des réseaux en fin de vie. Et là, ils s'approchent de plus en plus vers des syndicats un peu plus importants. Parce ça tombe bien, c'est l'objet de ce reportage. Ils ont des difficultés, bien sûr. On va se rendre à l'accueil où sont allés pour nous Cyril Jeunet et Eric Taxil. L'eau n'y est pas gratuite, mais elle l'a été longtemps. Et puis ça coûte pas très cher. Enfin, vous allez tout comprendre. Regardez. À la fin des années 40, ces hameaux n'avaient pas l'eau courante. Leurs habitants sont allés la chercher au bout de ce chemin, à raison de 10 mètres de tranchées creusées par jour et par foyer. Aujourd'hui encore, ici, il n'y a pas de compteur d'eau. Ce n'est même pas la question du compteur d'eau, parce que les gens sont raisonnables, même ceux qui ont des compteurs d'eau chez nous à l'accueil, à 10 centimes d'euros avec une marge de 15 mètres cubes chacun non facturé. Je veux dire, il y a quand même de la marge, quoi. Donc je dirais même que ce n'est même pas une question de coût. C'est une question de sauvegarder ce patrimoine de la commune et de pouvoir le conserver de manière à ce qu'il y ait une responsabilité, parce que les gens de l'Aza ont la responsabilité du réseau quelque part. Il y a la solidarité, mais il y a la responsabilité aussi, parce qu'il n'y en a pas un qui va se permettre d'aller laisser couler l'eau, par exemple, toute une nuit, parce que après le réservoir va être vide. Donc les gens se responsabilisent, les gens sont solidaires sur ce genre de dossier. À Villevial, il n'y a plus que l'eau de la fontaine qui est gratuite, car chaque foyer paye une redevance qui permet de couvrir les frais de gestion et d'entretien du réseau. Un adhérent aujourd'hui qui a une simple maison d'habitation a une cotisation annuelle de 35 €. Et après, c'est en fonction des exploitations agricoles, de l'importance de l'exploitation, donc on va de 50 à 80 €. C'est pas cher. C'est pas cher, mais à l'accueil, on a fait le choix de garder, on doit certainement être la commune du département qui a le prix de l'eau le moins cher, puisque nous sommes restés à 10 centimes d'euros le mètre cube. Voilà, donc... hors assainissement. Hors assainissement, oui, je parle que de l'eau potable. Dans cette Auvergne souvent décrite comme le château d'eau de la France, où une usine met en bouteille plus de 250 millions de litres chaque année pour une chaîne de grande surface, cette eau, si abondante qu'elle soit, gérée en régie municipale dans le bourg ou en association dans ces hameaux, a donc un prix. Enquête de région, toujours ici, dans cette usine élévatoire des eaux de Clermont-Ferrand qu'on vous a présentée. Monsieur Queneau, on est passé rapidement sur ce chapitre, mais je voudrais revenir à l'eau en bouteille. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je vous repose la question, parce que est-ce que finalement acheter de l'eau en bouteille, c'est pas un crime quand on voit qu'on peut l'avoir bonne au robinet? Je pense qu'il ne faut pas appeler ça un crime quand même, il ne faut pas exagérer, mais à mon avis, c'est un peu une hérésie, parce que l'eau au robinet, comme je disais, est potable, de bonne qualité, de bon goût aussi. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a le surcoût qui est très très important, puis c'est, je ne sais pas, peut-être 200 fois plus cher. Qu'est-ce qu'on paye quand on achète une eau un emballage. en bouteille? Ah, c'est l'emballage. Un emballage à 80%. Donc, ce qui est intéressant, mais qu'on jette très vite. D'ailleurs, il faut en plus, après, payer le traitement du recyclage. Et là aussi, il n'est pas recyclé. Beaucoup de bouteilles ne sont pas recyclées. Et je crois que vous avez des doutes sur l'éventuel contact entre le plastique et l'eau. Alors là, il y a des sociétés de vente d'eau minérale qui vont bondir en nous regardant. Mais... je ne sais pas, comme tout migre, tous les produits et leurs contenants, il y a souvent une migration avec le plastique. Alors, je n'affirme rien, mais d'un autre côté, je pense que ce n'est pas le meilleur matériau pour contenir de l'eau. Donc, on va dire une solution de secours. Plutôt. Oui, absolument. Mais d'un autre côté, il y a des endroits où c'est nécessaire, où quand il y a des crises, on est content de les trouver aussi, ou quand on va pique-niquer. Alors, l'eau est le point de départ de beaucoup de choses. Vous nous disiez tout à l'heure, Monsieur Vauquier, je crois qu'on revienne là-dessus, et vous dites notamment que c'est un bon moyen de changer la société. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, améliorer quoi? Alors, améliorer la société, je crois que notre monde... a tout de suite quelques problèmes dont on se rend compte. C'est-à-dire qu'il y a un individualisme. Je crois qu'aussi on a quelque chose qui pose un problème fou, c'est le dogme de l'hyperspécialité.
C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est tous hyper spécialistes de quelque chose. Le compétent, c'est l'expert. Bon, je ne sais pas comment vous êtes entre journalistes, mais souvent on se voit qu'entre une corporation, j'imagine, c'est même pour ça que je tournais là aujourd'hui, monsieur Queneau. Et donc, je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de rencontres entre des gens différents dans notre société. Et ce dogme de l'hyperspécialité qui amène des gens à être toujours dans le même sujet, et souvent rencontrés que leur père, vous voyez, c'est des congrès de gens qui font les mêmes choses, etc. L'eau, comme je vous disais tout à l'heure, elle a cet aspect multidisciplinaire, et donc obligatoirement transdisciplinaire, puisqu'il faut que les gens se rencontrent, et donc qui intéresse absolument tout le monde. Lorsque vous faites quelque chose sur l'eau, tout le monde est concerné. Vous faites un congrès sur l'agriculture, tout le monde n'est pas concerné, sur, je ne sais pas encore, mais sur l'eau, tout le monde est concerné, et moi, je me rends compte à chaque fois qu'on rassemble, ou les gens se rassemblent sur ce thème, qu'on voit là, dans une salle, des gens qui s'occupent de sciences humaines, des philosophes, on voit des religieux, on voit des gens qui s'occupent de sciences, des gens qui s'occupent d'agriculture, et c'est vrai, et de toute génération, et de milieux différents, et je crois que notre monde a besoin de ça. Et l'eau est un moyen, donc, pour rassembler des gens, mais pour bien gérer l'eau, il faut que les gens se rassemblent, ces gens différents se rassemblent. Alors c'est vrai que ça nécessite à ce moment-là de réfléchir à un monde, et c'est vrai que si on veut bien gérer l'eau, encore une fois bien commun, ça nécessite d'y adjoindre des éléments supplémentaires dans notre société. Et je pense particulièrement à ce que je vous disais, donc essayer un petit peu d'aller vers non pas d'écarter totalement, mais un petit peu quand même ce monde hyper spécialiste, parce que quand on est hyper spécialiste, on n'a pas une vision globale des choses, et aussi bien du local qu'à l'international. Je crois que c'est peut-être un des maux de notre monde actuel, qu'on manque une vision globale, on manque d'une vision de l'organe. À ce point, quand on boit un verre d'eau, on ne pense pas à tout ça. Hein, non, mais je comprends, mais si vous voulez, je crois que... En fait, vous voulez dire qu'avec l'eau, on revient à l'essence, à l'essentiel. Je pense, parce que pour bien gérer l'eau, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut dans nos systèmes... Le problème, si on se dit qu'il faut qu'il y ait... Alors, je reviens au système éducatif qui me paraît fondamental à la base de notre monde. Et pour l'eau, bien sûr, mais au milieu d'un tas de choses. Hein. Je crois que notre système éducatif, qu'est-ce qu'il faut que... C'est le maillon essentiel pour permettre justement qu'on ait une évolution favorable. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les connaissances, bien sûr, mais aussi promouvoir des attitudes respectueuses, citoyennes, solidaires, de manière à ce qu'on a besoin, au sens laïque du terme, je précise bien, on a besoin de sacraliser la vie. Et je crois que la sacralisation de la vie, elle peut se faire sans laisser des acteurs au bord du chemin. Et il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble à ça. Donc pour ça, par exemple, on parle aux gamins, et on va développer ça dans un instant, on parle aux gamins de l'importance de l'eau, c'est ça ? C'est comme ça que vous faites, vous, par exemple ? Oui, je pense. Oui, tout à fait. On ne parle pas qu'avec les gamins, avec les enseignants, puisque c'est bien eux qui sont porteurs du message. Et on s'aperçoit que, si vous voulez, pour gérer ça, donc pour réfléchir, on peut avec ça, si vous voulez, créer un modèle éducatif réussi, je crois, de démocratie. Je vais jusque-là, à partir d'un élément qui intéresse absolument tout le monde. Voilà. Ce sujet aussi fédérateur. Bon, on va expliquer ce qu'est votre festival, promis, dans un instant, et avant de terminer l'émission, puisque c'est en avril prochain qu'aura lieu précisément, on va dire, le point d'orgue de ce festival. Avant cela, est-ce que vous faites attention à l'eau, par exemple, alors vous, j'imagine, monsieur Queneau, vous n'avez pas le choix, vous devez montrer l'exemple, vous faites attention à ne pas la gâcher ? Ah oui. Par exemple, un exemple de ce que vous faites ? On fait quand même plusieurs choses un peu différentes. On évite de la faire couler, on prend une douche plutôt qu'un bain, on évite d'arroser du gazon qui reverdira bien à la basse saison de toute manière. C'est des petits réflexes au quotidien. Non, mais je crois que c'est très important. Quand on rince la salade, on le met plutôt sur les fleurs que dans l'évier, etc. N'en dites pas trop, parce qu'on a d'autres trucs. Évidemment, on est allé voir, Stéphanie Vino est allée avec Valérie Riffard voir quelques exemples comme ça, un peu vertueux, pour économiser cette eau. D'abord parce que ça fait une facture moins lourde, et puis en plus, comme vous le disiez à l'instant, c'est un vrai respect de cet élément fondamental. Regardez ce reportage, ça vous donnera peut-être envie de faire la même chose. Alain Bobet s'est construit une maison écologique, une maison économe en énergie, mais aussi en eau, grâce notamment aux toilettes sèches. Donc les toilettes, se présentent comme ça, avec un châssis en bois, avec un seau, une réserve de sciure, et l'eau c'est 0 litre. Donc j'économise à chaque coup 10 litres d'eau, à peu près, en gros.
C'est pas un retour en arrière, ça? C'est un petit peu un retour en arrière, mais on économise tellement d'eau que je fais ce choix-là. Et en plus, ça me fait du compost pour mon jardin. Et pour le jardin, justement, Alain Bobet est en train de fabriquer un puits. C'est de l'eau de pluie. Apparemment, ici, il y a des poches d'eau à la montagne, là-haut. Là. Et quand il pleut, les poches se remplissent et ça s'écoule dans la terre et ça arrive là-dedans, ici, voilà. Je vais faire une tranchée jusqu'en dessous, là-bas, là. Et je vais faire un puits propre, avec un tuyau. Et je vais pouvoir la capter pour avoir plus de litres. Et je vais arroser. Et cette maison ne consomme que 60 mètres cubes d'eau par an, avec 3 personnes. Et quand on possède une maison traditionnelle, il existe des astuces peu onéreuses pour économiser l'eau. On va commencer par les toilettes. À elle seule, elle représente 30% de la consommation en eau d'un foyer. Donc ici, on est sur des toilettes qui ont un double débit, donc deux touches. Donc la touche gros débit, petit débit. C'est pas toujours le cas. Donc il existe des systèmes pour les gens qui ne sont pas équipés de ce type d'installation. C'est des sacs qui se présentent comme ceci. On va le remplir d'eau, donc comme ceci. Et on va le mettre en fait dans le réservoir de la chasse d'eau. Il va prendre de la place dans le réservoir. On va gagner 3 litres à chaque chasse. Pour la cuisine, en fait, on va pouvoir équiper les robinets de mousseurs. Donc les mousseurs, ça se présente comme ça, c'est des petites choses en plastique qu'on va pouvoir insérer dans le robinet. Donc là, par exemple, vous avez un robinet qui n'est pas équipé, donc vous avez un débit important. Donc on va remplacer. Et là, on a toujours l'impression d'avoir un débit important. Par contre, vous voyez, on a plein de petites bulles. En fait, on a aéré l'eau et on a diminué le débit à peu près de 60%. Et ces mousseurs s'obtiennent même gratuitement. Il suffit de contacter le point Info Énergie de son département. Alors, Monsieur Queneau, qui représentait les consommateurs, c'est vrai que quand on y pense, je ne m'étais jamais fait cette réflexion, mais la chasse d'eau qu'on utilise, c'est quand même de l'eau potable. Quelle énergie déployer, là, tout ça, pour avoir de l'eau potable? Absolument. Ça sert à rien. Non, mais en plus, il y a beaucoup d'usages où l'eau potable n'est pas utile. En même temps, on n'a pas le choix. L'espace vert, oui, non, mais bien sûr, parce qu'on n'a qu'un seul réseau, donc automatiquement, on fait avec. Mais il me semble quand même que... Et Paris est en train de montrer l'exemple, puisqu'il avait un deuxième réseau séparatif. Et ils vont utiliser l'eau non potable pour le lavage des rues, pour les espaces verts, pour pas mal d'autres usages où la potabilité n'est pas utile. Bon, ben voilà, une bonne nouvelle. Alors, dernière question en ce qui vous concerne. Est-ce que l'Auvergne est une région où l'eau est de bonne qualité, de bonne quantité globalement, si on devait faire un point à cette heure-ci? Ah oui, je crois qu'on peut l'affirmer de ce côté-là. Hein. Donc c'est le château d'eau de la France, mais au-delà de ça, mais il y a par contre certains petits contre-exemples qui font tâche. C'est-à-dire, juste au bout? Non, mais il y a des réseaux qui ne sont plus en état et il faudra y revenir. Ça, vous le surveillez? Il y a des services officiels qui sont là pour surveiller. Les consommateurs s'en inquiètent? Surtout ceux qui sont touchés, quoi. Donc tout le monde est dans le même bain, mais surtout qu'après c'est les impôts qui augmentent en général. Et naturellement, quand on dit l'eau paye l'eau, c'est vrai, mais il faudrait peut-être, et l'exemple de Cournon était bien choisi, puisque il y a des marges aussi qui pourraient être et on le voit dans le classement et dans le top 15, par exemple, Clermont est bien placé, mais il y a d'autres, les 14 ou 13 ou 14 premières grandes villes, plus de 100 000 habitants, sont des régies. Donc privées. Donc, on supprime les marges. Bon, merci pour ces petites informations. Alors, avant de se quitter, on va quand même vous expliquer quel est ce rendez-vous que vous organisez, M. Vauquier, le festival H2O. J'ai là une documentation qu'on va voir un peu plus près. Expliquez-moi, vous passez globalement quand même par les scolaires, c'est bien ça? Et qu'est-ce qui s'y passe exactement? Alors donc c'est une manifestation qui est faite en partenariat avec une quarantaine de partenaires, dont bien sûr la ville de Clermont-Ferrand, l'agence de l'eau. Oui, on va pas citer les 40, on ne pourra pas. On n'a pas le temps. D'accord, non mais voilà, ouais. c'était... Voilà. Donc si vous voulez, l'idée c'est que nos scolaires, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée, puissent rencontrer ces gens qui ont une spécificité sur le thème de l'eau. Donc on en a à peu près une quarantaine, qui sont des gens du département, de la région,
région de France, voire des gens qui viennent de l'extérieur, puisque aussi il est important qu'on puisse montrer aux jeunes la culture de l'eau dans d'autres continents, parce que tous ces gens, si vous voulez, ont des choses à nous apprendre, et notamment sur la sobriété nécessaire par rapport à la nature et bien sûr par rapport à l'eau. Et quand ça passe, si vous voulez, entre les jeunes, eh bien, on se rend compte que ça peut être du solide pour après. Mais c'est sérieux, c'est des séances de travail, ou c'est vous mettez un côté ludique quand même, c'est ça? Alors après, le travail, ça a une petite connotation un peu péjorative. Non, on veut que ça soit une journée de plaisir. Apprendre avec plaisir, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il faut intégrer ça aussi dans nos systèmes éducatifs. Ouais. Et donc, ils viennent passer une journée à la rencontre de nos partenaires qui, comme je vous disais tout à l'heure, sont des gens qui sont issus de différents milieux. C'est-à-dire que vous avez la ville de Clermont qui est là, qui explique l'eau en régie. Vous avez des gens qui viennent parler des stations d'épuration, d'autres qui viennent parler de la vie dans l'eau, la vie de l'eau, etc. Et les universités avec les étudiants qui viennent montrer, des gamins qui ont... Ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, je vois la fédération de pêche, ça peut être aussi des séances de pêche, des choses comme ça. Alors on arrive toujours, si vous voulez, le poisson. Et le poisson, c'est un témoin de la qualité de l'eau. Ouais. Et donc, par exemple, la truite, si vous voulez, si vous avez de la truite dans une rivière, vous n'allez pas vous faire de soucis. L'eau est de bonne qualité. C'est ça que vous expliquez aux gamins. Absolument, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, qu'on comprenne bien, les 7 et 8 avril, parce que je sais qu'il y a un rendez-vous aussi à Clermont-Ferrand, à la Maison des Sports. Oui. Il s'y passe quoi, en quelques mots? Alors, le jeudi soir, le 7 avril prochain, donc on va faire une soirée à la Maison des Sports, justement sur les suites du COP21, c'est-à-dire la rencontre de Paris sur le climat. Et donc, on va là faire une synthèse de ce qui s'est passé et de ce que les pays auront mis concrètement à disposition de manière à aller vers ces décisions de COP21. Et nous étions avec Nicolas Hulot, donc qui risque d'être présent. C'est pas un risque, je pense que ça en 30 secondes, parce que c'est tout ce qui nous reste. Vous faites aussi des choses avec l'étranger, au Burkina Faso, avec tout ça. Vous financez quoi? On va voir quelques photos rapidement. Voilà. Alors au Burkina Faso, donc pareil, c'est de mettre en contact nos populations. Je dis bien parce qu'on a des communes qui sont branchées avec branchées dans le bon sens du terme avec le Burkina Faso, et des communes, 8 communes avec lesquelles nous avons nous menons des actions concrètes de coopération. Et donc ce qu'on fait là-bas, c'est essayer de mettre, si vous voulez, ce qu'on a de bien chez nous, c'est-à-dire une organisation qu'ils n'ont pas, mais eux qui nous importent aussi leurs valeurs, parce que je crois que l'avenir, ça sera de mettre le Nord avec le Sud et trouver une résultante. Voilà une belle conclusion, très bien, magnifique, si ça peut servir à ça, on est ravis. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. C'est déjà la fin de cette émission. Si vous voulez revoir nos reportages, si vous voulez revoir cette émission, vous allez sur notre Facebook spécial EDR Auvergne, où vous pouvez également réagir à tous ces sujets. Le mois prochain, l'émission sera consacrée justement, vous le disiez à l'instant, au COP21 et au climat. Donc on fera une émission spéciale là-dessus, ne la manquez pas. Voilà, j'ai tout dit. Merci à toute l'équipe qui a installé ce plateau magnifique ici dans cette usine élévatoire. Merci à la ville de Clermont de nous avoir accueillis. Et merci à tous de votre fidélité à Enquête de Région. Rendez-vous le mois prochain. Bonne fin de soirée sur France 3 et bientôt sur France 3 Auvergne.